Avant que vous n'entendiez ces mots, sachez ceci. Ce que vous allez écouter n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une confession, un regard brut sur des choix que l'on ne peut jamais effacer, et sur les fantômes qui s'installent dans nos vies quand on croit que tout est fini. Écoutez attentivement. Ce qui suit vient du cœur, mais il brûle encore. Certains péchés ne se contentent pas de vous hanter, ils s'installent. Ils prennent place à côté de vous au petit déjeuner, vous suivent sous la douche, vous fixent quand vous faites semblant de dormir. Je n'avais pas l'intention de ruiner ma vie. Je n'avais pas prévu de détruire la seule chose qui ait jamais compté pour moi. Mais ce qu'il y a avec la destruction, c'est qu'on ne réalise parfois pas qu'elle est en train de se produire avant qu'il ne soit trop tard pour l'arrêter. Mon nom importe peu. Ce qui importe, c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai perdu. Elle s'appelait Emma. Nous avons été mariés pendant 7 ans. Elle était calme, douce, réfléchie. Le genre de personne qui rend tout autour d'elle apaisant, comme si son simple souffle pouvait tempérer le chaos du monde. Je l'aimais, pas de manière dramatique ou obsessionnelle, mais avec cet amour tranquille, solide, qui s'infiltre dans vos routines sans que vous vous en rendiez compte. Elle était ma personne. Emma avait ce don de transformer les moments les plus insignifiants en instants précieux. Chaque soir, elle se blottissait dans le même coin du canapé, enveloppée dans la même couverture, toujours du côté gauche. Elle préparait ce café instantané horrible chaque matin, mais insistait pour dire qu'elle aimait le goût. Elle laissait des petits mots manuscrits sur le frigo, même quand un simple texto aurait suffi. Nous avions une belle vie, pas excitante, pas digne d'Instagram, mais réelle, stable. Puis sa mère est morte, et quelque chose s'est éteint en elle. Au début, je lui ai laissé de l'espace. Je pensais qu'elle avait besoin de temps. Mais les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Elle est devenue distante, elle a cessé de sourire, de parler, sauf si c'était absolument nécessaire, de me toucher. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas, elle s'éteignait simplement. J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé. J'ai organisé de petits week-ends, cuisiné ses plats préférés, suggéré la thérapie. Rien n'y faisait. Je vivais avec un fantôme. J'étais encore là, tendant la main vers elle, mais elle s'était déjà détachée. Je me suis dit de tenir bon, que ce n'était que le deuil, qu'elle reviendrait vers moi. C'est alors qu'Ava est réapparue. Je ne l'avais pas vue depuis des mois, mais à l'instant où elle est entrée dans ma vie cette nuit-là, tout ce que j'avais tenté de maintenir à l'intérieur de moi a commencé à trembler. Ava était ma demi-sœur, en quelque sorte. Mon père s'était remarié il y a quelques années avec une femme nommée Linda, et Ava était sa fille d'une relation précédente. Nous n'avions pas grandi ensemble, nous n'avions pas d'enfance partagée, ni de souvenirs communs. Nous ne nous sommes rencontrés qu'adultes, lorsque nos parents ont décidé de retenter leur bonheur. Dès le premier dîner, Ava dégageait quelque chose, audacieuse, imprudente, vivante. Elle avait cette présence qui attirait les gens. Elle n'avait même pas besoin de parler fort pour se faire remarquer. C'était dans sa manière de bouger, dans son regard qui semblait vous connaître mieux que vous ne vous connaissiez vous-même. Elle n'avait rien à voir avec Emma. Emma, ma femme, avait toujours été calme, réfléchie. Son monde était fait de couleurs douces et de mots choisis. Elle n'élevait jamais la voix, ne réclamait jamais d'espace. Son rire était léger, comme un secret qu'elle partageait seulement quand elle se sentait vraiment en sécurité. J'aimais ça chez elle. Elle représentait un foyer, un refuge où rien de chaotique ne pouvait m'atteindre. Mais Ava était une tempête. Elle riait trop fort, comme si cela lui importait peu que quelqu'un l'entende. Elle avait ce don de se pencher trop près quand elle parlait, son parfum, quelque chose de doux avec un arrière-goût piquant, comme des oranges mêlées à de la fumée, flottant dans l'air. Elle flirtait sans honte, complimentait mes chemises, taquinait ma cuisine. Elle m'envoyait des messages après les repas de famille avec des phrases du genre Ta femme est tellement silencieuse. Comment sais-tu ce qu'elle pense? Au début, je mettais ça sur le compte de sa personnalité, Ava étant Ava, joueuse, parfois inappropriée, mais inoffensive. Pourtant, chaque fois que mon téléphone s'illuminait avec son nom, un frisson traversait mon corps, de l'attention, de la validation, de la vie. Je ne réalisais pas à quel point j'en avais faim avant qu'elle ne me l'offre si facilement. Emma et moi, nous nous étions éloignés depuis des années. Nos conversations étaient devenues logistiques, factures, courses, obligations familiales. Son sourire ressemblait à celui d'une étrangère. Parfois, je tendais la main pour toucher la sienne sur le canapé et elle sursautait, non par peur mais par distance, comme si le contact était devenu inconnu.
Puis est arrivé ce week-end. Emma est allée rendre visite à sa sœur. Un voyage normal, rien d'inhabituel. Moi, je suis resté à la maison, enseveli dans le silence de notre maison qui ressemblait de plus en plus à un musée qu'à un foyer. Et puis, tard le vendredi soir, mon téléphone a vibré. Ava. En ville pour un concert, besoin d'un endroit pour dormir. Je peux passer? J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire de prendre un hôtel, d'appeler un ami, de faire n'importe quoi plutôt que d'amener son cyclone dans ma maison fragile. Mais je ne l'ai pas fait. La sonnette a retenti juste après 10 heures. Quand j'ai ouvert la porte, l'air frais de la nuit l'a suivi, vif, avec cette légère odeur de pluie sur l'asphalte. Elle souriait, les joues rouges de froid et peut-être un peu de ce qu'elle avait bu. Ses cheveux étaient humides, des mèches collant à sa veste. Elle est entrée comme si elle possédait l'endroit, laissant tomber son sac près de la porte et tournant sur elle-même dans un cercle lent. « Waouh, ça sent toujours la vanille et le café ici », a-t-elle dit en respirant profondément. Nous avons commandé des plats thaïlandais. Assis sur le canapé, boîte en papier sur les genoux, le bruit de la pluie frappant les fenêtres. La télé diffusait un film quelconque, juste pour combler le silence. Mais le silence n'était pas vraiment là. Eva remplissait chaque espace de sa voix, de son rire, de sa présence. Elle se rapprochait au fil de la soirée, son épaule effleurant la mienne, son parfum remplaçant l'odeur du repas. Mon cœur battait comme jamais auparavant, pas avec Emma, pas avec quelqu'un d'autre. C'était mal, je le savais, mais c'était aussi comme respirer après l'avoir retenue trop longtemps. Et puis à un moment, elle a touché ma main. C'était léger, presque accidentel. Mais mon corps a réagi avant que mon cerveau ne puisse comprendre. Je n'ai pas retiré ma main. Une étincelle a parcouru mon bras, droit vers la partie de moi qui était engourdie depuis si longtemps. Quand elle s'est penchée pour m'embrasser, j'ai répondu à son baiser. Ce n'était pas un baiser de cinéma, pas de musique, pas de magie. C'était désordonné, instable, désespéré. Une collision de solitude et de mauvais choix. Pendant quelques secondes, le monde s'est réduit à sa main agrippant ma chemise, puis c'était fini. Nous n'avons presque pas parlé après. Elle est allée dans la chambre d'amis, je suis resté sur le canapé, fixant le plafond, le torse serré par un mélange d'adrénaline et de honte. La maison semblait plus lourde que jamais, comme si les murs eux-mêmes savaient ce que j'avais fait. Je pris 3 douches avant son départ le lendemain matin. L'eau chaude frappait mon dos, la vapeur remplissait la salle, mais rien n'arrivait à laver cette saleté intérieure. Rien ne pouvait effacer le poids de ce que j'avais fait. J'avais beau frotter ma peau, me laver encore et encore, chaque fibre de mon être semblait collée à cette trahison. Chaque goutte d'eau qui s'écoulait emportait peut-être un peu de ma culpabilité, mais il en restait toujours plus, collé à mes os. Quand Emma rentra dimanche soir, elle m'embrassa comme si rien ne s'était passé. Elle posa son sac, me raconta son week-end, et je hochai la tête aux endroits appropriés, comme un automate. Mais ma peau me semblait étrangère, ma bouche goûtait le mensonge. Chaque sourire que je lui offrais était un masque, et derrière ce masque, la culpabilité me rongeait comme un acide silencieux. Je me promettais de tout avouer. Elle méritait de savoir. C'était la seule façon de respirer à nouveau. Mais chaque fois que je la regardais, cette femme douce, méticuleuse, à qui j'avais promis ma vie, les mots mouraient dans ma gorge. Comment déposer une bombe sur quelqu'un qui semblait si fragile ? Comment briser ce qui s'effritait depuis des années, morceau par morceau ? Les jours qui suivirent le départ d'Ava étaient comme traverser un brouillard épais. Je travaillais, répondis à des courriels, préparais le dîner. À l'extérieur, la vie continuait. Mais à l'intérieur, chaque son résonnait avec un poids insoutenable. Le plancher qui craquait quand je descendais le couloir. Le bourdonnement du réfrigérateur la nuit. Même le faible bruit de la boîte aux lettres quand le facteur passait. Tout semblait plus fort, plus cruel, comme si la maison elle-même chuchotait « Je sais ». Je commençais à éviter notre chambre. Autrefois, notre lit était un refuge, un port après une longue journée. Maintenant, il ressemblait à une scène de crime. Rien ne s'y était produit, pourtant je ne pouvais pas y entrer sans sentir le toucher d'Ava grimper le long de mon bras. Je me réfugiais sur le canapé, fixant le plafond, écoutant le souffle du ventilateur au plafond et prétendant être ailleurs, quelqu'un d'autre. Emma ne sembla pas remarquer tout de suite. Elle était habituée à la distance entre nous. C'était le plus triste. Elle pouvait vaquer à ses occupations, fredonner en cuisine ou lire dans le coin du canapé, sans réaliser que je m'étouffais sous le poids de ma propre trahison. Puis vint la nuit où elle trouva la boucle d'oreille. C'était un mardi.
Je m'en souviens parce que je portais encore mes vêtements de travail, cravate desserrée, fixant mon dîner à peine touché pendant que la télé murmure en arrière-plan. Emma avait décidé de laver les draps de la chambre d'amis pour la première fois depuis son voyage. Je l'entendis bouger à l'étage, le léger froissement de ses pas, la porte du placard qui glissait, le cadre du lit qui grinçait alors qu'elle vérifiait dessous. Puis, le silence. Je n'y prêtais pas attention jusqu'à ce que j'entende ses pas ralentir sur l'escalier, hésitants et lourds. Elle apparut dans l'embrasure, tenant quelque chose entre ses doigts. Un petit éclat d'argent. La boucle d'oreille d'Eva. Minuscule, un petit anneau avec un pendentif, mais dans la main d'Emma, elle ressemblait à une arme. Elle ne la jeta pas, elle ne cria pas. Elle la regarda longuement, les yeux reflétant la lumière de la télé, doux et humide, mais étrangement calme. Puis elle me dit, d'une voix qui résonne encore dans ma poitrine, « C'était elle ou ce n'était plus moi ?» Le monde ralentit. J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Les phrases tourbillonnaient dans ma tête, se brisant avant de pouvoir exister. Je voulais hurler « Non, ce n'était qu'une erreur !» Je voulais la supplier de rester, de me pardonner, de me laisser expliquer. Mais il n'y avait rien à dire qui n'aggraverait pas la situation. Emma cligna des yeux une fois, 2 fois, puis referma sa main sur la boucle d'oreille comme si elle tenait un secret et monta à l'étage. J'entendis les tiroirs s'ouvrir et se fermer, le léger froissement de la fermeture d'une valise. Une porte de placard claqua. Le rythme d'une vie qui s'emballe et s'en va en moins de 10 minutes. Je la suivis jusqu'à notre chambre. Elle était penchée sur le lit, pliant ses affaires avec une calme inquiétante qui me brisait plus que n'importe quel cri. Ses mains bougeaient lentement, délibérément, comme si elle avait répété ce geste 100 fois dans sa tête. « Emma !» Ma voix craqua, faible. Elle ne répondit pas. Je la regardais déposer son pull préféré sur la pile, celui qu'elle portait chaque matin d'hiver avec une tasse de thé, cheveux encore ébouriffés. Je voulais le saisir, la retenir, revenir en arrière. Mais elle glissa le dernier vêtement dans la valise, la zippa et fit une pause dans l'encadrement de la porte. Elle ne pleura pas, ne s'énerva pas. Elle laissa juste un mot plié sur le comptoir de la cuisine avant de sortir par la porte d'entrée. Le cliquetis du verrou fut le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. Je croyais que nous étions plus forts que ça. Je croyais que toi, tu l'étais. Je m'effondrais sur le sol. Ma poitrine semblait s'être écroulée. Les jours suivants se confondirent. J'appelais son téléphone. Je lui envoyais des messages. Je me rendis chez sa sœur. Mais Emma ne me parlait pas un mot. Le monde s'était figé dans le froid et le silence, comme si l'hiver était arrivé du jour au lendemain. Puis, 3 jours plus tard, le téléphone sonna. Un jeudi matin. Je me souviens du soleil qui glissait sur le sol du salon, captant la poussière que je n'avais pas prise la peine de nettoyer. Je me rappelle de la tasse de café à moitié vide sur la table, celle qu'Emma avait utilisée la dernière matinée de sa présence. Je ne l'avais pas lavée, je ne pouvais pas. Elle représentait le dernier contact de ses lèvres sur la porcelaine. Quand le téléphone sonna, j'allais presque ne pas répondre. Le numéro m'était inconnu et pendant un instant, je crus à un énième démarchage téléphonique, une interruption insignifiante dans une semaine déjà cauchemardesque. Mais quelque chose au fond de moi se tordit, un frisson froid qui fit trembler ma main en décrochant. « Monsieur Taylor ?» La voix à l'autre bout était prudente, pesante. « Je vous appelle du commissariat. » Le monde se brouilla, mes oreilles bourdonnaient. Les mots de l'officier étaient doux, mesurés, mais ils me transpercèrent tout de même. Accident, véhicule seul, route mouillée, perte de contrôle, instantanée. Pendant un moment, je ne compris pas. Mon cerveau refusait d'assembler le sens. Je regardais la maison vide comme si je pouvais y retrouver Emma, comme si elle allait descendre à tout moment pour me dire que ce n'était qu'une erreur. Mais la maison était silencieuse. Je ne me souviens pas d'avoir laissé tomber le téléphone, mais je me rappelle du bruit sourd qu'il fit sur le parquet. Final, irréversible. Je restais là des heures à fixer le vide. Ma poitrine me faisait mal, comme si quelque chose tentait de s'échapper de l'intérieur. Je ne pouvais ni respirer, ni penser. Chaque battement de cœur criait un mot encore et encore. À moi, à moi, à moi. C'était ma faute. Les jours qui suivirent le drame furent un brouillard de rituels et d'incrédulité. Les funérailles passèrent comme un cauchemar dont on ne peut se réveiller. Les gens me tapotèrent l'épaule,
chuchotant des condoléances que je ne pouvais entendre, leur visage mélangeant la compassion et le jugement silencieux. La sœur d'Emma ne me regardait pas. Linda, ma belle-mère, restait près de la porte tandis qu'Ava se tenait juste derrière elle, les yeux baissés. Je ne pouvais pas soutenir le regard d'Ava, je n'y arrivais pas. Chaque fois que nos yeux se croisaient, je sentais le poids de ma trahison se multiplier. La culpabilité était devenue un compagnon silencieux mais constant, une ombre qui me suivait partout. Les nuits étaient les pires, je ne dormais pas. Je m'allongeais sur le canapé, fixant le ventilateur au plafond, écoutant le tic-tac de l'horloge du couloir. Chaque bruit dans la maison semblait amplifié, accusateur. Le craquement du plancher, le soupir des tuyaux, le vent qui frappait les fenêtres, tout me semblait crier « Tu as détruit tout ce que tu avais ». Je me blâmais entièrement. Je me disais que si j'avais été plus fort, si j'avais dit non, si j'avais été l'homme que j'avais promis d'être, Emma serait encore là. Cette boucle d'oreille ne serait jamais tombée, cette lettre ne serait jamais écrite. Je hantais la maison comme un fantôme. Je n'entrais plus dans notre chambre. Je ne touchais plus son oreiller. Le côté du lit qu'elle occupait restait impeccablement fait, les draps lisses, intacts. Sa brosse à dents dans le tiroir de la salle de bain, sa tasse dans l'évier, recouverte de poussière, tout restait à sa place. Je n'avais même pas le courage de bouger un objet. Je commençais à lui parler à voix basse. Au début, c'était des excuses, des milliers de « je suis désolé ». Je m'asseyais sur le canapé dans l'obscurité, les mains jointes, murmurant dans le vide. « Je suis désolé, Emma, tellement désolé. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Je ne voulais pas te faire de mal. » Puis ces mots se transformèrent en histoire, des souvenirs. Je lui racontais le jour où nous nous étions rencontrés, la première fois que je l'avais vue s'endormir avec un livre à la main, le jour où nous avons été surpris sous la pluie en rentrant de l'épicerie et où nous avions ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Je lui parlais comme si elle était encore là, comme si les bonnes paroles pouvaient réparer les erreurs et la ramener. Mais la maison restait silencieuse. Les semaines passèrent, peut-être des mois. Je ne faisais plus attention au temps. Je travaillais de la maison, mais la plupart du temps, je ne touchais même pas mon ordinateur. La nourriture n'avait plus de goût, la musique était une insulte. Je supportais seulement le bruit de la pluie ou le bourdonnement du réfrigérateur. Parfois, je me surprenais à écouter son retour dans l'allée, un réflexe cruel que mon cerveau ne pouvait contrôler. Je perdais du poids. Mes amis cessèrent de m'appeler après que je les eus ignorés assez longtemps. Mon père essaya de prendre des nouvelles, sa voix prudente et hésitante. Je pouvais entendre Linda en arrière-plan, chuchotant peut-être, se demandant si je savais qu'Eva était là. Je ne répondais pas. Je ne pouvais affronter personne. La culpabilité était devenue une seconde peau. Elle me suivait sous la douche, s'asseyait à côté de moi à la table de cuisine, me regardait quand je fixais l'écran de télévision vide. Et quand je dormais, si l'on peut appeler cela dormir, les rêves étaient cruels. Parfois, Emma était vivante dans mes songes, souriante dans la cuisine, comme si rien ne s'était passé. Je courais vers elle, je lui prenais les mains, essayais de parler, mais chaque fois, avant que je ne puisse, le sol s'effondrait sous moi, et je me réveillais dans l'obscurité, seul, le cœur battant, la poitrine vide. D'autres fois, elle conduisait sous la pluie, les essuie-glaces grinçaient. Elle me regardait dans le rétroviseur et nos yeux se rencontraient. Mais je n'étais jamais au volant. J'étais toujours sur le siège arrière, tendant la main, criant pour qu'elle s'arrête. Elle ne m'entendait jamais. La voiture glissait, tournait et finissait toujours dans un silence terrible. Je me réveillais en sueur, agrippant la couverture comme si elle pouvait me sauver de moi-même. Pendant ces longs mois vides, quelque chose en moi commença à changer. Au début, c'était juste une étincelle de colère, pas contre Emma, mais contre le poids de ma culpabilité. Porter ce fardeau, c'était comme vivre avec une pierre appuyée sur ma poitrine. Chaque respiration me faisait mal. Exister me faisait mal. Je me disais que je le méritais. Mais parfois, quand la maison était trop silencieuse et que le vent faisait vibrer les fenêtres, une autre pensée se faufilait dans les fissures de mon deuil. La première fois que cette pensée arriva, je me haïssais. Il était peut-être 2 ou 3 heures du matin. J'étais assis par terre dans le salon, le dos contre le canapé froid, regardant le reflet faible des lampadaires sur la fenêtre. La maison sentait la poussière et le café rassis. Mon corps était endolori de dormir sur le canapé pendant des mois, portant la culpabilité dans mes os comme du plomb. Et puis,
Comme un murmure que je ne voulais pas entendre, la pensée vint. Emma n'était pas innocente non plus. Je secouai la tête, murmurant dans le noir. Non, non, ce n'est pas juste. Elle est partie, elle est... Mais la pensée ne s'en alla pas. Elle était là depuis le début, cachée sous le lourd manteau de mon chagrin, patiente, attendant de se faufiler dans la lumière. Emma m'avait quitté bien avant que je ne tende la main vers Eva. Je repensais à la dernière année de notre mariage, sa manière de se retirer de mon toucher sans même s'en rendre compte. Les dîners en silence, la télévision remplissant l'espace où notre rire résonnait autrefois. Elle s'enfouissait dans ses livres ou scannait son téléphone pendant que je restais quelques mètres plus loin, essayant de trouver le courage de combler une distance qui nous avait déjà engloutis. Je l'avais suppliée, à ma façon silencieuse, de me voir, de m'entendre, de se rappeler qui nous étions avant que tout ne s'éteigne. Mais elle avait fermé la porte, doucement, lentement, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que je sois dehors, spectateur de notre vie qui s'effilochait. La vérité était que, lorsqu'Eva s'est penchée et m'a embrassé, j'étais déjà parti en morceaux. Après cette nuit-là, je me mis à marcher davantage dans la maison, laissant mes yeux parcourir la vie que nous avions construite, au lieu de simplement survivre parmi ses ruines. La cuisine où elle fredonnait en préparant son thé du matin, la bibliothèque avec le roman qu'elle lisait, marque-page figé à mi-parcours, le porte-manteau à la porte, toujours accroché avec son écharpe, celle avec un fil tiré qu'elle n'avait jamais pris la peine de raccommoder. Tout racontait la même histoire. Nous avions cessé d'essayer bien avant que la boucle d'oreille ne tombe par terre. Cela ne rendait pas ce que j'avais fait juste. Cela ne la ramenait pas. Mais cela commença à transformer ce poids écrasant dans ma poitrine en quelque chose que je pouvais supporter. Je repensais à la nuit où elle avait trouvé la boucle d'oreille, à sa question « C'était elle ou ce n'était plus moi ?» Je n'avais pas répondu alors. Ma bouche s'était ouverte, mais aucun mot n'était sorti. Des mois plus tard, seul dans la lumière tamisée du salon, je murmurais à la maison vide. C'était les deux, Emma. Ça a toujours été les deux. Les saisons changèrent sans que je m'en rende compte. Un matin, j'ouvris la fenêtre et réalisai que l'air était doux, non tranchant. Les arbres avaient de petites pousses vertes. La vie avait osé revenir dehors, même si cela me semblait injuste. Je commençais à faire de petites promenades autour du pâté de maison, comme on teste un membre après une blessure. Je remarquais des choses que je n'avais jamais vues. Les carillons du voisin, l'odeur du pain qui sortait du four, le faible grésillement d'une radio par une fenêtre ouverte. Le monde n'était pas fini. Au début, cela semblait cruel, puis, lentement, cela devint une permission. Une nuit, je m'assis à la table de la cuisine avec un carnet et un stylo. Je n'avais rien écrit depuis des mois, mais mes mains savaient quoi faire. Les mots coulaient, désordonnés, irréguliers, mais vrais. J'écrivis pour personne et pour tout le monde. J'écrivis l'histoire que vous venez d'écouter. Quand j'eus terminé, je la relus et ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la nuit où Emma était partie. Un souffle de libération. Pas le pardon, pas la paix. Juste un léger exhalement, comme d'étendre un poing que je ne savais pas avoir serré. Alors, je sais que ce que j'ai fait était mal. Une erreur ne peut effacer toutes les années précédentes, mais c'était un choix que j'ai fait. Je ne demande pas pardon, ni à vous, ni à personne. Mais je suis fatigué de prétendre que j'ai consumé ce mariage seul. Emma et moi, nous étions deux personnes tenant des allumettes, regardant les ruines de ce que nous étions. J'ai juste eu la maladresse de frapper le premier. Je ne cherche plus à savoir qui a commencé le feu. Mais toi, qui m'écoutes, tu crois vraiment qu'un amour s'effondre à cause d'une seule erreur ? Merci de m'avoir écouté. Pour ne rien manquer des prochaines confidences de minuit, abonnez-vous, likez et partagez l'histoire. À la prochaine.